Voilà, l'enregistrement commence et je vais maintenant partager mon écran pour que vous puissiez accéder à notre présentation. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis ravie parce que nous allons traiter d'un sujet qui me tient énormément à cœur avec notre invitée Déborah Pardo sur l'optimisme face à la crise écologique. Donc, je suis ravie que nous puissions traiter ce sujet, d'autant plus un lundi pour bien commencer la semaine. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que selon une étude que nous avons prise auprès du Conseil économique, social et environnemental qui date de 2023, il y a 8 Français sur 10 qui se disent inquiets face au changement climatique. Donc c'était quelque chose qui est extrêmement pressant puisque ça fait partie de notre quotidien et 8 Français sur 10, c'est quand même un chiffre important. Et c'est pour ça que nous souhaitions aborder ce sujet avec Déborah pour éclairer également les différents thèmes qu'elle évoque dans ses interventions et notamment ses conférences. Donc, nous allons avoir 4 grandes parties qui vont d'abord commencer par les constats, la méthode que Déborah vous propose, les stratégies gagnantes que nous réalisons auprès de nos clients, tant en entreprise qu'en territoire. Et ensuite, on aura une petite séquence de questions-réponses. Et pour commencer, on va d'abord se présenter pour que vous puissiez bien nous identifier. Donc moi je suis Alexandra Lavarello, je suis la fondatrice de l'agence Bella Ciao. C'est une agence qui est spécialisée en communication responsable et qui traite exclusivement des sujets de responsabilité sociétale dans les entreprises ou dans les organisations. Au préalable, j'ai fait un peu plus de 10 ans au sein d'entreprises et notamment au sein du groupe La Poste puis de la Banque Postale, à des postes opérationnels et stratégiques dans la communication et également dans le bancaire. Et parce que j'étais profondément animée par les enjeux environnementaux et sociétaux de notre humanité, j'ai décidé de créer une agence qui traitait de ces sujets au quotidien pour accompagner celles et ceux qui ont envie de faire bouger les lignes. Et donc, nous avons un volet de personnalités inspirantes pour accompagner les territoires et les entreprises et donner vraiment un fil rouge à la communication RSE dans les structures. Donc aujourd'hui, nous avons une antenne mère qui est à La Rochelle. Nous avons une agence à Metz, une au Sable d'Olonne qui ouvre là cette année. Et après, nous avons des présences régulières sur Paris pour accompagner dirigeants et élus dans le passage à l'action. Et donc aujourd'hui, j'ai la grande joie et plaisir de recevoir Déborah. Déborah, je t'en prie, je te laisse te présenter. Et encore un grand merci pour ton acceptation de pour ce webinaire. Merci beaucoup Alexandra. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi, je suis marseillaise, maman de 2 enfants. Mes parents ont traversé la Méditerranée quand ils étaient petits et ils sont repartis de zéro dans les quartiers nord. Et puis moi, j'étais passionnée par les animaux, donc j'ai tracé tout droit dans les études pour aujourd'hui être docteur en écologie des populations. Je suis spécialisée sur les albatros que j'ai étudiés lors de multiples missions en Antarctique parce que ce sont les oiseaux les plus grands du monde. D'où aujourd'hui la méthode que j'ai développée et que je veux vous présenter, que j'ai appelée leader d'envergure, parce que je pense que face à tous les enjeux qu'on a dans le monde aujourd'hui, on a besoin de développer de l'envergure pour déjà être conscient de ce qui se passe et avoir la posture la plus appropriée possible pour répondre aux problématiques. Donc voilà, j'ai eu quelques trophées. Et puis entre le moment où j'ai quitté la recherche scientifique et aujourd'hui où je suis conférencière professionnelle, j'ai créé plusieurs entreprises, une association aussi sur l'entrepreneuriat féminin, qui est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et je reste toujours assez experte sur ces sujets de leadership des entrepreneurs, parce que je pense qu'ils ont pas mal de leviers, y compris au sein des organisations publiques, pour que les personnes qui sont décisionnaires puissent donner l'impulsion au changement en profondeur. Donc voilà, je ne prendrai pas plus de temps, mais on pourra en reparler un petit peu tout à l'heure. Oui, vous pourrez poser toutes vos questions à Déborah. Et si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les positionner dans le chat. On les prendra avec grand plaisir à la fin de la séquence. Donc bien, merci beaucoup, Déborah. Et donc, voilà, là, pour qu'on vous mette un petit peu dans les confidences, mais Déborah, elle s'apprête à partir en tant que guide naturaliste sur un bateau de croisière de luxe en Antarctique. Et voilà, donc Déborah, on voulait commencer par ça pour se dire, mais est-ce que ce serait pas un peu paradoxal par rapport à tes engagements aujourd'hui ?
Alors, complètement. C'est complètement paradoxal et c'est là que je pense que se trouve ma force en tout cas. Aujourd'hui, moi, j'ai pris le parti de parler d'environnement, non pas aux personnes qui sont déjà forcément convaincues de ce qu'il faut faire, mais aux personnes qui cherchent comment agir, comment être leader dans le domaine, comment faire en sorte que la stratégie de son organisation, elle prenne en compte ces éléments-là. Donc, quand je me trouve sur les bateaux de croisière en Antarctique, je suis avec une population de personnes qui a les moyens d'aller là-bas et qui a aussi forcément une grande empreinte environnementale qui est liée à un grand pouvoir de leadership. Et quand ils sont sur le bateau avec moi pendant 10 jours et que moi je suis guide pour leur permettre de découvrir les beautés de là-bas, de comprendre les enjeux, mais aussi de mettre en avant leur propre paradoxe d'être sur place, eh bien, je trouve que c'est là que ça marque le plus. Parce que moi, mon objectif, c'est de faire des ponts entre des mondes qui ne se parlent pas. Et c'est comme ça que j'apporte justement la méthode leader d'envergure que je vais vous présenter juste après. La première chose qui est importante pour moi dans cette prise de conscience, c'est de se rendre compte qu'on va naviguer tout un tas de paradoxes. Le premier, c'est qu'on ne peut pas être parfait. Quand on veut s'engager, il va y avoir des leviers sur lesquels on peut commencer à diminuer son empreinte environnementale. Et ce qui compte, c'est pas la distance qu'on a jusqu'à son objectif parfait, c'est le chemin qu'on va parcourir avec ses équipes pour arriver jusqu'à une empreinte beaucoup plus faible. Donc moi, je pars de ce principe-là. Et la première chose que je fais avec les personnes qui assistent à mes conférences, c'est faire alors je vous spoil un petit peu, c'est faire un test en ligne où la plupart des gens vont répondre à 5 questions en pensant qu'ils font tout juste et en réalité, ils font tout faux. Ils font tout faux et ils font tellement faux que c'est pire que s'ils avaient répondu de façon aléatoire. Donc, ça veut dire qu'en réfléchissant, et je vous donne un exemple peut-être pour que ce soit plus simple, c'est par exemple la question sur les 100 dernières années, comment a évolué le nombre de décès humains par catastrophe naturelle? Est-ce qu'il a été divisé par 10, multiplié par 10, ou est-ce qu'il est resté stable? Et la plupart des gens vont répondre, il a été multiplié par 10, parce que c'est vrai, la population humaine a été multipliée par 4 sur cette période, parce que le GIEC projette une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes, et en même temps, non, ça a été divisé par 10. Parce qu'on a des meilleurs mécanismes de prévention, des meilleures infrastructures. Et donc ça, moi, ça me permet de montrer tout de suite aux personnes la nécessité de faire attention aux biais qu'on a dans notre tête. Donc, il y a un premier biais qui est le biais qu'on a l'impression de savoir ce qui se passe, alors qu'en réalité, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et là, je parle au niveau du climat, qui est un des grands enjeux de la planète aujourd'hui, mais en réalité, je peux élargir ça à tous les enjeux de la biodiversité, que ce soit la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la nourriture qu'on va manger, ou encore les espèces qu'on transporte sans le savoir, y compris les pandémies qu'on a connues récemment. Donc ça, c'est mon premier grand paradoxe, c'est qu'on croit savoir et qu'on se trompe. Le deuxième grand paradoxe, c'est que quand je fais ce quiz, je mets en évidence en live dans la salle, et ça marche quand on est 10 et ça marche quand on est 1000 dans la salle, en live à l'écran, en votant sur les téléphones. Le deuxième grand biais qu'on a, c'est qu'on a un biais de négativité très fort. Donc là, les Français, ils ont la palme, déjà au départ, mais en plus, ça marche dans tous les pays. C'est-à-dire que et c'est un mécanisme évolutif de notre cerveau, on va avoir tendance à favoriser l'information négative au lieu de l'information positive. Et d'ailleurs, les médias ou souvent les politiques nationales vont avoir tendance à accentuer l'information négative parce que c'est ça qui fait bouger les foules. Et en réalité, ça fait bouger les foules sur la partie sensibilisation, mais pas forcément sur la partie passage à l'action. Donc moi, aujourd'hui, je cherche à accompagner les organisations dont les leaders ont cette vision qu'il faut absolument prendre le virage au bon moment pour qu'ils puissent identifier là où ils sont trop négatifs, là où ils croient savoir mais qu'ils ne savent pas vraiment, et là où il va falloir prendre la bonne décision
pour pouvoir, au final, accompagner ces équipes dans une transition qui, au lieu d'être subie, sera plutôt choisie et donc plus joyeuse que si elle est vue comme une contrainte. Voilà un petit peu pour parler des biais. Et oui, donc pour résumer au final, quand on est face à tout ça, on a tendance à essayer d'avoir une approche hyper pragmatique de la bonne solution. Donc ce mot solution, je trouve qu'il est assez dangereux au final. Une approche pragmatique des bonnes solutions. Et alors qu'en réalité, on a un autre hémisphère du cerveau qui est de l'autre côté, plutôt l'hémisphère droit, qui lui nous incite à utiliser nos émotions et notre intuition par rapport à la situation. Et là, quand on se pose face à tous les enjeux environnementaux que nous avons à affronter, et je vous les présente juste après, eh bien, en réalité, on se rend compte que c'est peut-être pas forcément la data, que la data va être utile sur les 5 causes d'extinction de la biodiversité et pas que le changement climatique, mais qu'il faut qu'on laisse plus de place au côté émotionnel, puisque les émotions qui sont générées par la situation actuelle, et tu le mentionnais Alexandra au départ, cette inquiétude qu'on peut avoir face à l'avenir, qui fait qu'aujourd'hui on a une génération qui ne souhaite plus avoir d'enfants dans le monde qui arrive, eh bien c'est un levier de transition. Donc, une émotion, elle doit être utilisée pour nous mettre en mouvement, pour nous faire agir. Et donc, c'est sur ça que je veux travailler. Je reviens juste sur un des outils principaux que j'utilise dans mes conférences, c'est le Pentagone. Donc, aujourd'hui, on a parlé du GIEC, mais en réalité, il y a un autre grand mouvement consortium de scientifiques, c'est l'IPBES, intergouvernemental panel pour la biodiversité et les services écosystémiques. Donc, eux, ils annoncent que le changement climatique est une des 5 causes d'extinction de la biodiversité aujourd'hui, que nous entrons dans la 6e crise d'extinction de masse de la biodiversité et que ça représente en réalité le socle de toutes nos activités sociales et des activités économiques qui sont au-dessus. Donc, cette crise d'extinction, elle menace le fonctionnement même de nos sociétés. Donc, dans les 5, on retrouve, et que je représente sur le Pentagone, on retrouve les pollutions, l'introduction d'espèces invasives, c'est-à-dire qu'on transporte d'un endroit à un autre et qui vont prendre la place des espèces locales. On retrouve aussi la dégradation des habitats naturels avec, vous savez, l'artificialisation des sols, l'utilisation en eau. Et on retrouve aussi la 5e qui est la surexploitation des espèces, notamment les thons dans la pêche industrielle. Et je prends cet exemple parce que dans chacune de mes conférences, j'utilise les albatros pour raconter tout ce qui se passe. Et même s'ils sont à l'autre bout de la planète, ils subissent ces 5 causes d'extinction, alors que leurs îles, elles sont à 3000 km de la civilisation. Donc, le but du jeu pour une organisation, c'est de non pas juste mesurer et réduire son empreinte carbone, mais c'est d'aller au centre du Pentagone à son rythme, sans culpabiliser, parce que la colère, la culpabilité, la tristesse ou le dégoût par rapport à la situation, ce sont des émotions qui sont vitales, mais qui ne sont pas constructives pour agir. Elles doivent circuler. On doit s'en servir pour sentir qu'il y a quelque chose d'urgent à faire et ensuite avoir une approche proactive plutôt que réactive. Une approche réactive, c'est une approche où on va être phagocyté par ses émotions et qui fait qu'on va travailler dans l'urgence, avoir tendance à culpabiliser soi ou les autres, avoir tendance à critiquer ceux qui ne font pas assez autour de nous, alors qu'une approche proactive, elle est beaucoup plus influente. C'est l'approche qui va consister à, excusez-moi, qui va consister à chercher la solution, même là où c'est difficile et pas forcément explicite. Donc, être proactif, c'est se dire, bon, ok, là, cette voie-là, je n'ai aucun contrôle dessus. Par contre, je vais aller sur celle-ci parce que celle-là, je peux la contrôler. Et peut-être qu'en commençant par cette petite étape, parce qu'elle est plus économique ou plus motivante pour mes équipes, eh bien, je vais pouvoir réduire déjà sur ce premier levier mon empreinte environnementale, disons sur la pollution. Et puis après, je pourrais faire des choses de plus en plus complexes, puisque de toute façon, il faut que j'attende
que la norme soit prête pour arriver vers une nouvelle façon de voir les choses. Merci Déborah. Et du coup, ben justement, sur ce parcours qui est un peu similaire à celui du deuil, hein, toutes les étapes d'émotion que l'on peut ressentir, mais qui à un moment donné met de l'eau au rouage pour arriver au passage à l'action et se sentir aussi avec une émotion un peu de réconfort sur le fait d'agir. On va l'évoquer maintenant par rapport à justement ta méthode. Et puis, on a déjà un petit peu évoqué le Pentagone, mais je t'en prie, si tu peux partager avec nous sur ce parallèle, comme Oui, tu l'as déjà merci. Donc, commencé. Hein. ouais, bah, tout est lié en fait, hein. Donc, moi, la méthode que je propose, elle est inspirée des albatros, qui sont donc mon modèle de recherche pendant les 8 premières années de ma carrière académique. Donc, je faisais des modèles mathématiques hyper complexes pour expliquer l'effet combiné de la pêche industrielle et du changement climatique sur la disparition de ces oiseaux. Donc, aujourd'hui, c'est à la fois les oiseaux les plus grands du monde, avec 3,70 m d'envergure. Je ne sais pas si vous imaginez, quand vous faites comme ça, c'est votre taille que vous avez en largeur, et ben eux, c'est le double, en gros. Donc, ils sont énormes. Ils habitent à l'autre bout de la planète. Ils peuvent vivre 70 ans et ils vont voler avec beaucoup de grâce dans les zones les plus incertaines et les plus complexes du monde. Et nous, aujourd'hui, on doit passer d'une société, d'un paradigme de société dans lequel on contrôlait tout, les ressources, le comportement, les réactions de chaque chose, vers un paradigme de société tellement complexe, avec beaucoup d'incertitudes. Donc, je pense qu'on peut s'inspirer complètement des albatros qui naviguent avec grâce dans ces incertitudes, alors que nous, on est tous stressés et on ne sait plus comment s'y prendre. Alors, cette méthode-là, la première étape qui est indispensable avant le reste, c'est d'apprendre à naviguer les paradoxes. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas être parfait dans un monde qui n'est pas encore prêt à vivre tous ces changements. Donc, le fait qu'on est dans la négativité très facilement, le fait qu'on a plein d'informations, trop d'informations autour de nous et qu'on ne sait plus lesquelles croire, le fait qu'on a tendance à opposer les choses alors qu'en réalité, tout suit une loi de distribution normale où la majorité est au centre. Et justement, moi, quand je pars en Antarctique, j'ai souvent, c'est un petit peu du tourisme climatique et de l'anxiété, de l'éco-anxiété camouflée parfois hein, chez les populations qui viennent à bord. Et quand je pilote les Zodiacs dans les glaces et qu'on voit un gros bout de glace qui se casse, les gens me disent, c'est le changement climatique. Et moi, je dis, bah, pas forcément. Déjà, c'est l'été. C'est l'été. Donc, ne faites pas des raccourcis qui peuvent être faux. L'été, c'est normal que la glace se casse. De toute façon, si on venait en hiver, il y aurait de la glace de mer de partout. Il y aurait la nuit. On verrait pas le jour. Donc, on pourrait pas être là. L'été, les glaciers vèlent et les icebergs vont se déplacer vers le nord et ils vont fondre. Pour savoir si c'est le changement climatique, et vous avez plein de conférenciers géniaux chez Bella Ciao qui sont spécialistes de ces sujets, notamment Heidi, il faut mesurer un glacier pendant son volume, son front pendant une dizaine d'années au moins pour avoir une base de données qui nous permet de voir que oui, ça recule. Et là, on peut dire c'est le changement climatique. Donc aujourd'hui, j'ai le même problème quand par exemple, un jour, j'ai eu un gros iceberg qui s'est cassé devant nous et les gens avaient très peur de la vague qui arrivait sur nous. Donc moi, au final, je me suis écartée en zodiaque et j'ai pris la vague de face et elle était allée 2 mètres, comme une grosse houle, mais c'était pas ça le danger. Les personnes qui étaient à mon bord, c'était un groupe d'Américains. Ils étaient morts de rire au final et moi, j'avais les jambes qui tremblaient parce que le danger principal, c'est qu'en réalité, l'iceberg, s'il a perdu une partie de sa masse en haut, il peut se retourner complètement. Et il y a 5 fois la hauteur sous l'eau. Et donc ça, tu le vois pas, c'est un danger invisible que tu n'arrives pas à palper. Et c'est en ça que je veux dire que la norme, elle se trompe très souvent, notamment sur les questions environnementales. C'est parce qu'elle ne voit pas la partie immergée de l'iceberg. Aujourd'hui, si on pense que les problématiques environnementales suivent une loi de distribution normale, eh bien, on a des pionniers qui tirent la sonnette d'alarme depuis longtemps et qui ne sont pas forcément écoutés, au moins depuis les années 70.
On a une masse de gens qui sont confortablement installés dans des pratiques qui commencent à sentir qu'ils ne sont plus soutenables, mais qui n'arrivent pas à changer. Et on a des gens qui s'en fichent. Pour économiser ma propre énergie, les gens qui s'en fichent, je ne m'en préoccupe plus aujourd'hui. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur les gens qui sont dans la masse, qui ont compris, grâce à tous les systèmes alarmistes qu'on a autour de nous, notamment le travail des activistes, notamment les médias qui accentuent notre biais de négativité, qu'il y a des problématiques environnementales, mais qui n'ont pas forcément compris ni la gravité, ni la complexité. Et après, que je puisse les aider à bouger vers la bonne direction, la direction où on les prend en compte dans les stratégies des organisations, pour que ça devienne une force et non pas une contrainte. Donc ça, c'était dans naviguer les paradoxes. La deuxième partie, c'est hisser les consciences. Pour hisser les consciences, je pars du principe qu'il y a deux hémisphères. Notre hémisphère gauche, qui est l'hémisphère rationnel, pour lequel on peut réfléchir en pentagone, comme je vous disais, où le but du jeu, c'est de réduire l'empreinte environnementale sur les 5 paramètres en même temps. Enfin, en même temps, qu'on puisse mesurer les 5 paramètres dans son organisation et puis réduire petit à petit en priorisant là où c'est le plus facile, là où c'est le plus économique, là où c'est le plus rapide, là où c'est le plus motivant pour les équipes. Parce que ce qui compte, comme je le disais tout à l'heure, c'est le chemin. Et après, il y a l'autre côté, le côté qui est plus cerveau intuitif, émotionnel, c'est se dire, mais en fait, je peux pas tolérer ce qui se passe. Pour moi, c'est pas OK. C'est pas OK de rentrer dans des processus de l'entreprise ou des processus de l'organisation qui sont déconnectés de la réalité du terrain, de la réalité du terrain sur le long terme notamment. Donc en fait, parfois, on en arrive à partir du bon sens et en fait, le bon sens est la solution pour revenir à quelque chose qui est plus en accord avec nous-mêmes. Donc, j'appelle à utiliser les émotions, à utiliser l'intuition, mais à aussi utiliser la rationalité en s'appuyant sur le pentagone. Et ça nous fait bouger à la partie 3. La partie 3 qui est surmonter les écueils, parce que forcément, le chemin, il est difficile et il va y avoir des écueils. Moi, j'en identifie deux sortes. La première famille d'écueils, c'est les écueils qui sont à l'intérieur de nous, notamment quand on n'est pas aligné entre nos valeurs profondes et les actions qu'on mène dans l'organisation et dans sa vie professionnelle. Et deuxièmement, les écueils qu'on a à l'extérieur de nous quand on est dans une approche réactive, donc l'inverse de proactive dont je parlais tout à l'heure, et qu'on va avoir tendance à accuser les autres, à jeter la responsabilité sur les autres, alors que c'est des choses sur lesquelles on n'a pas forcément du pouvoir de contrôle. Et que donc, c'est une préoccupation vaine qui utilise notre énergie au détriment de notre efficacité. Alors, les écueils, dans la conférence, je vous propose un travail sur l'ikigai, donc l'alignement entre ce pourquoi on peut être payé dans sa vie, ce pourquoi on est doué, ce que l'on aime et ce dont le monde a besoin. Et moi, je l'illustre avec les 2 fois où j'ai changé radicalement de carrière, entre la recherche académique et l'entrepreneuriat, puis entre l'entrepreneuriat et le fait d'être conférencière professionnelle aujourd'hui, en montrant qu'à chaque fois, c'était dans une recherche de redressement de ma barre personnelle, parce que quand on n'est pas aligné sur ces points-là, eh bien, on peut vite avoir des problèmes de santé, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la société avec l'épidémie de burn-out. Alors que les recherches sur le bonheur, notamment, montrent, et c'est justement ma transition vers les écueils vers les autres, et montrent que une grosse partie du bonheur viendrait de s'engager pour des causes qui sont plus grandes que nous. Et là, ça tombe bien parce que si on en revient au Pentagone, on se rend compte que avoir le challenge collectif dans son organisation de répondre à des problématiques aussi grandes, aussi complexes et aussi difficiles, eh ben, en réalité, c'est un levier de révélation du potentiel de chacun et un levier de recherche du bonheur personnel, donc qui passe par le travail, mais qui se ramène forcément à la maison, très important pour les organisations. Ensuite, il y a de plus en plus d'exemples d'entreprises qui commencent à réellement s'engager. Et c'est
Voilà, c'est des exemples que je partage, que je vais pas vous partager forcément là, mais en tout cas, il y a tout un travail sur les modèles économiques, les systèmes de gouvernance, y compris les avancées législatives qui permettent de cadrer les engagements de chaque organisation. Il y a juste un dernier point que je voulais vous dire par rapport à ça, c'était sur la démographie humaine. Une des excuses qui revient souvent quand on jette la responsabilité sur l'autre, c'est de dire, mais de toute façon, il y a trop d'humains sur cette planète. Et bien même ça, ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai parce que les modèles de projection démographique d'ici la fin du siècle ont été challengés, ont été revus à la baisse. Et il y a même un modèle alternatif à celui des Nations Unies qui a émergé récemment, qui indiquerait, un modèle est faux par définition, mais qui indiquerait que la population humaine maximale, je dirais même de l'histoire de la planète, serait atteinte seulement dans 15 ans. Dans seulement 15 ans. Et après ça, la population humaine diminue, juste par la baisse de la fertilité volontaire ou involontaire que nous avons. Alors, si le nombre d'humains est stable sur la planète dans 15 ans, est-ce que c'est encore pertinent de parler de croissance et de rechercher une croissance économique? Donc moi, c'est ces questions-là que je veux débattre avec vous aussi. Pour en final arriver à la 4e partie, étendre son envergure. Connaissant tout ça, nos paradoxes, les faits réels de l'état du monde et les émotions que ça engendre, les écueils à l'intérieur de soi pour chercher son alignement et arrêter cette approche réactive de rejeter la faute sur l'autre parce qu'on n'a aucun contrôle sur ce qu'il va faire, eh bien là, on peut travailler sur sa posture d'envergure. Celle-ci passe par une vision notamment à l'intérieur du donut. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'économie du donut. Donc, c'est un concept économique assez récent qui, pour moi, mérite un prix Nobel d'économie, qui met en lien les objectifs de développement durable de l'ONU, qui est un petit peu le socle social sur lequel on peut tous être d'accord qu'il faudrait ça pour tout le monde, et le concept des limites planétaires, qui est le truc à ne pas dépasser pour que notre planète fonctionne correctement. Quand tu mets les deux en parallèle, ça fait un donut qui représente l'espace sûr et juste pour l'humanité, dans lequel on ne peut pas résoudre les problématiques environnementales sans les problématiques sociales et vice-versa. Donc, en fait, ça relie toutes les problématiques dans leur complexité. Et c'est dans cet espace-là que votre organisation doit déterminer sa vision de long terme. Mais quand je dis sa vision de long terme, je ne parle pas d'une vision stratégique à 3 ans. Je parle d'une vision rêvée. Aujourd'hui, il faut qu'on s'autorise à rêver de l'avenir. Parce que ce qui est fou, c'est qu'on peut tout à fait parler de ce qui nous fait peur et de critiquer les choses qui ne vont pas, y compris avec des inconnus dans le bus, par exemple. Mais alors, quand s'autoriser à rêver et dire ce qui nous plairait, ce qui serait absolument génial que notre organisation fasse dans 10 ans si on se met aucune barrière, eh bien là est la clé, en fait. Là est une des clés pour déployer sa pleine envergure. Parce que vu que le monde va être incertain, on n'a pas à connaître exactement ce qui va se passer sur ces 10 prochaines années. On a à connaître la première étape et le reste déroulera par notre engagement avec les équipes. Le deuxième point que je voulais faire sur ça, c'est que pour déployer sa pleine envergure, il faut accepter sa vulnérabilité. En tant que leader, mais n'importe quelle personne, enfin quand je dis leader, je parle déjà de l'équipe dirigeante de l'organisation, mais en réalité, ça s'applique à n'importe quelle personne de l'entreprise. Parce qu'on est tous leaders de sa vie à un moment donné. C'est d'ailleurs le titre du livre que je sors en avril. Déployer sa vie comme un albatros. Le but du jeu pour déployer son influence, c'est de se rendre compte, sa vulnérabilité, pardon, c'est de se rendre compte que dans un monde complexe, ça ne peut pas être une personne qui a la solution. C'est trop complexe. Parce que c'est comme un plat de spaghettis, tu tires d'un côté, tu sais pas ce qui va se passer. La seule solution à ça, c'est l'intelligence collective. C'est pour ça que ça fait de plus en plus de sens de réfléchir à la gouvernance partagée dans les équipes plutôt qu'une gouvernance purement pyramidale qui marchait bien dans un monde comme le Fordisme où tout était extrêmement contrôlé. Donc cette approche de vulnérabilité, ça veut dire reconnaître, et je rêverais qu'un homme politique ou qu'une femme politique le fasse à la télé, c'est de pouvoir dire, ben là, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'en fait, c'est trop complexe et j'aurais besoin
idéalement peut-être d'une convention citoyenne pour pouvoir le décider, de mettre les avis de plein de personnes différentes pour réussir, parce qu'au final, ce qui fonctionne sur Terre depuis 3,8 milliards d'années, c'est le vivant. Et le vivant, il a toujours eu la niaque de survivre, même quand il y a eu des extinctions de masse avec des changements environnementaux monumentaux, parce qu'il garantit cette diversité. Donc nous devons être capables de garantir cette biodiversité, déjà dans l'environnement qui nous entoure. Et là, je suis dans un lieu magnifique, la Maison de la Nature dans le Var. Et puis la biodiversité à l'intérieur de l'entreprise, avec toute la diversité d'avis qui doivent pouvoir s'exprimer pour trouver les solutions. Alors ça doit s'encadrer évidemment. Et c'est là que les capacités des leaders, elles doivent émerger. Je vais m'arrêter là pour laisser un petit temps de questions-réponses si vous voulez. Merci Déborah. Alors, on avait quelques éléments après, excuse-moi, avant les questions-réponses, mais merci beaucoup pour ce voyage que tu nous as proposé aujourd'hui. Et en effet, sur les choses que l'on propose, hein, est-ce que ça, tu veux le traiter là ou tu l'as déjà abordé? On est d'accord que tu l'as traité. Oui, mais c'est juste une conclusion si tu veux. Oui. Donc au final, quand on fait les liens entre les albatros et nous, vous allez me dire en quoi c'est important pour mon organisation. Moi, j'ai plein de trucs à faire. Parce qu'en réalité, les albatros, ils naviguent les mers les plus dangereuses du monde sans jamais battre des ailes. Donc, ils dépensent aucune énergie. Et quand je vous dis prenez appui sur les vents contraires pour avancer, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre à contre-courant. Un petit peu comme les pionniers de la loi normale, ils vont se mettre à contre-courant. Et c'est ça qui va leur permettre de prendre de la hauteur pour au final choisir le bon cap et la bonne direction pour leur organisation. Le deuxième point, c'est cultiver l'indépendance tout en embrassant l'interdépendance. Ça va un peu avec ce que je disais sur la biodiversité tout à l'heure. On est tous connectés d'une façon ou d'une autre. Donc, on a notre libre arbitre, notre alignement entre nos valeurs propres et nos actions qu'on va faire. Mais au final, on est au sein d'un écosystème qui a besoin de travailler ensemble. Et le troisième point, c'est un petit peu la même chose. Aligner vos valeurs avec vos actions parce que le monde qui devient de plus en plus incertain, et on n'a pas parlé d'effondrement, mais il est potentiel qu'il y ait un effondrement du système économique ou du système de santé ou du système politique, peut-être localement, ou nationalement dans les années à venir, comme le projetait Meadows dans les années 70. Eh bien, si effondrement il y a, on doit être solide sur ses appuis. Et ça, c'est cet alignement de valeurs dont je parlais tout à l'heure. J'ai terminé. Je crois qu'on a perdu Alexandra. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, Aurélie, Espace Glacialis à Champagny en Vanoise. Donc moi, je suis en territoire de montagne où la question de la transition est évidemment très importante. Et du coup, en plus, donc Glacialis, c'est un centre d'interprétation dédié aux glaciers. Donc c'est vrai que nous, on est au cœur de ces problématiques et justement, à l'occasion de 2025, année des glaciers, on essaie justement de sortir des murs, notamment en hiver à l'occasion du 21 mars. Et toute la question, c'est d'aller effectivement vers un public plus consommateur et je pense qu'il est bien dans le panel de gens là que vous disiez qui sont pas complètement, faut pas s'épuiser pour aller convaincre des gens qui sont climato-sceptiques, on a autre chose à faire, mais plutôt d'aller essayer justement à la rencontre de ce public qui vient au ski encore et heureusement aussi pour nos territoires. Et donc voilà, nous aussi on a notre paradoxe. Donc ça, je me suis retrouvée parfaitement en vous, dans ce que vous disiez. En revanche, moi, le gros problème que j'ai, que je trouve qu'on identifie, parce que voilà, on essaie de mettre en place des actions. C'est aussi déjà en interne, quand vous parliez d'organisation, c'est, je ne sais pas si aujourd'hui, alors après il y a peut-être quelqu'un qui va me taper dessus parce qu'il l'est, mais combien il y a vous parliez de leaders, de politique, parce que moi le problème c'est que je trouve qu'on est sur des temporalités complètement différentes. Moi je suis en plus c'est pas des politiques nationales, c'est local, donc là ça y est, ils sont tous de nouveau dans leurs histoires de mandat.
Et c'est ça qui est très difficile, je trouve, pour garder le cap, tenir le cap, construire un projet pour revaloriser enfin, en l'occurrence là l'espace, mais et même les actions, parce que je trouve que ce qui est très difficile dès lors qu'on touche aux sociétés enfin aux questions environnementales, c'est cette histoire de temporalité, le delta que moi je trouve très fort actuellement entre les prises de conscience qu'on a auprès de nos visiteurs, du public qu'on reçoit et les décideurs, quoi. Voilà. Mhm. C'est tellement Euh, politique, en fait, sinon on n'a pas de enfin, on n'a pas de moyens, pas de soutien, et comment on fait pour pas s'épuiser, en fait, là-dedans. alors, je suis totalement d'accord. Et c'est là que il y a, je reviens un petit peu en fait sur ma logique proactive versus réactif. Je pense que au niveau d'un territoire, on est très proche des décisions politiques. Et c'est à la fois une force et une faiblesse. La force, c'est que moi, j'ai une approche très globale des enjeux et je croise plein de disciplines, mais je pense que les actions, elles sont beaucoup plus percutantes au niveau local. Donc, à l'échelle d'une région ou d'un département ou d'une vallée, comme vous peut-être. Donc, il y a besoin d'établir le dialogue et un dialogue entre des personnes qui vont être dans une approche proactive. C'est-à-dire que même si il y a l'échéance des quinquennats ou peut-être parfois moins des élections locales, Ouais. eh Ouais, on bien, les a perdus. il y a, il y a quand même une grande partie des équipes qui restent. Les équipes de terrain restent. Et c'est sur cela qu'il faut s'appuyer pour que ça soit une approche plus proactive, c'est-à-dire quelque chose sur lequel vous avez un minimum de contrôle. Ou alors, il faut essayer de faire sans. Et ça, c'est pas évident. Ouais. Non, mais je pense que l'optimisme est la clé, et c'est pas la foi du charbonnier, mais c'est un peu ça, quoi, parfois. Non, il y a de l'optimisme, mais c'est de l'optimisme réaliste, hein. C'est-à-dire que moi, je suis convaincue que c'est en faisant des ponts entre des univers qui ne se parlent pas ou qui ne parlent pas le même langage qu'on peut y arriver. Donc là, le but du jeu, c'est que vous arriviez à parler le même langage que les personnes avec lesquelles vous avez besoin de travailler. Après, j'ai Oui, pas non, assez mais de contexte ça on le vraiment, fait, mais mais vous, c'est pas le plus facile non plus. Ça peut être démotivateur, et en même temps, moi, je veux dire, je suis très contente d'aller le 21 là, aller faire rencontrer que du skieur qui est là juste pour manger du ski, plutôt que de réfléchir à l'avenir des glaciers en leur disant, bah oui, mais voilà, votre remontée mécanique sans glacier, elle va pas tenir, quoi, en fait, quoi. Et puis, Mais il y a bon. des leviers, j'en discutais justement ce matin avec un client. Il y a des leviers qui touchent beaucoup plus les gens que le glacier ou l'albatros, qui peut paraître tellement lointain. Le levier de la santé, le levier de la famille, des leviers économiques qui sont peut-être plus parlants, plus terre à terre pour les gens. Faut trouver Merci. la bonne porte d'entrée. Mm. Merci. T'as ton micro éteint, Alexandra? Pardon. Oui, je suis revenue. Je suis désolée, ça a coupé. J'espère que ça n'a pas bloqué l'intervention pour vous. Donc, à part que vous n'aviez pu, vous avez enchaîné sur les questions et je me permets de rebondir par rapport à cette question prise en route, mais en effet sur comment embarquer. Et ça faisait partie de la clôture de ce webinaire pour dire justement sur les différents publics qui peuvent être touchés et embarqués dans les entreprises ou dans les territoires. En tout cas, nous, chez Bella Ciao, c'est des accompagnements que l'on propose en lien avec les personnalités inspirantes telles que Déborah, mais où on fait en sorte d'embarquer au maximum le plus de public possible pour que justement cette énergie elle soit mise au bon endroit au bon moment et que on ait cette dynamique collective qui s'enclenche en fait. Et c'est en ça que l'on va à la rencontre, par exemple sur un territoire, on va aller à la rencontre des acteurs économiques, des entreprises qui sont présentes sur le territoire pour aller leur parler de leurs enjeux de leur territoire à l'appui de tout ce qui va. Si on est sur un territoire de montagne, ça va être sur en effet la perte potentielle des glaciers, ou alors si on va être sur des zones plus trait de côte, proximité océan, etc. Donc on va aller toucher sur l'effondrement du trait de côte, ou alors sur les migrations de population. On va aller sur des choses qui sont vraiment qui les concernent directement et qui vont impacter leur économie.
Si on est aussi sur des publics type scolaire ou du citoyen, on va avoir un discours qui va être plus adapté pour aussi embarquer de toute façon cette même stratégie de transition avec les scientifiques ou les personnes qui sont vraiment les plus à même de parler de ces sujets. Et on va aller aussi et surtout à la rencontre des élus et des agents territoriaux, puisque c'est eux aussi qui font vivre le territoire. Et donc, il faut absolument embarquer la majorité des personnes. Et on est souvent face à des constats où il y a des personnes qui n'y croient pas du tout. Et c'est très difficile de pouvoir embarquer collectivement toutes ces personnes. Mais comme l'a dit Déborah à un moment, il y a des gens qui, de toute façon, ne changeront pas. Donc après, il faut se dire que la graine, elle est semée et peut-être un jour, elle germera ou pas. Et après, il faut aspirer à ce que la majorité puisse se sentir concernée et que les quelques qui ne le sont pas, tant et si bien ils sont influents, après, ça, ce sera d'autres sujets d'influence, mais ceux qui ne sont pas, qui ne se sentent pas concernés ou qui ne comprennent pas le sens et qui voient pas la vague ou qui prennent pas le contre-courant, ceux-là, on pourra pas grand-chose pour eux, en fait. Mais pour soi, pour son écologie intérieure, c'est hyper important que de l'accepter et de ne pas aller se perdre inutilement parce qu'en fait, sinon, on perd l'énergie qui est bonne à mettre ailleurs pour ceux qui ont envie d'avancer. Voilà. Et c'est pour ça que je suis extrêmement contente de travailler avec Bella Ciao. C'est parce que justement, quand on crée un événement avec les élus, les médias, les écoles et une ou deux entreprises du territoire, on crée ce dialogue commun. On crée ce vocabulaire commun, cet optimisme commun qui permet de construire au niveau local. Est-ce que vous aviez d'autres questions pour que nous puissions respecter le timing? Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions que vous auriez souhaité poser à Déborah? Merci Aurélie. J'en avais une qui nous avait été donnée sur le sujet de et si les albatros disparaissent, qu'est-ce que ça fait, Déborah? Ça fait rien? On m'avait déjà posé la question. C'est vrai que sur le coup, ça m'avait un peu choqué parce que pour moi, c'est une perte énorme. Mais c'est vrai que parfois, c'est des sujets qui sont tellement lointains du quotidien de quelqu'un. Alors moi, ce que j'avais répondu à la personne à l'époque, c'était que d'une part, chaque espèce sur cette planète, elle a un droit d'exister. Elle a un droit d'exister, elle a un rôle écologique. Aujourd'hui, un albatros, comme la plupart des oiseaux marins, il y a à peu près 300 espèces d'oiseaux marins, c'est un animal qui ramène des nutriments sur le littoral ou sur des îles qui ont une biodiversité endémique exceptionnelle. C'est parce que tout ce qui est à l'interface entre deux mondes, et c'est peut-être pour ça que j'adore créer des ponts entre les mondes qui se parlent pas, c'est toujours extrêmement riche, tout ce qui est entre le milieu marin et le milieu terrestre. Donc, un albatros, il ramène les nutriments, ce qui va permettre à la végétation de s'établir, et en plus, et donc au climat de varier, puisque tout ce qui a une végétation va attirer l'humidité. L'humidité, c'est l'eau qui revient sur ces territoires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que un albatros, c'est un ingénieur des écosystèmes. Quand il se reproduit une fois dans l'année, il va créer un nid sur place qui va avoir des conditions thermiques et qui va regrouper du guano avec de la végétation, qui fait qu'en fait, c'est un habitat pour plein de micro-organismes qui vont vivre là-dedans parce que la température est plus élevée qu'à côté. Donc là, on se retrouve avec une très grande biodiversité, c'est juste que c'est de la biodiversité qu'on ne voit pas. Donc nous, on s'en rend pas compte, mais ça a un rôle énorme dans la décomposition des végétaux, dans la richesse du sol, qui après va ruisseler dans les océans et enrichir l'océan pour tout le réseau trophique qu'il y a à l'intérieur, la chaîne alimentaire. Et aujourd'hui, et ça c'est un pied de nez de mon directeur de thèse, aujourd'hui il y a même des albatros qui sont équipés, alors qu'ils sont tués à très grande échelle dans la pêche industrielle, parce qu'ils sont capturés accidentellement sur les palangres, qui pêchent, je vous disais, des espèces à haute valeur commerciale comme le thon. Les palangres, ce sont des grandes lignes de 10 km, où il y a un appât tous les mètres avec un petit bout de calamar d'une pêche précédente. Les albatros se font attraper là-dessus. Il y a beaucoup de ces pêcheurs qui sont aujourd'hui de façon illégale, ne vont pas appliquer les règles, ne vont pas pêcher dans les bonnes zones. Donc, on a équipé certains albatros de balises qui permettent de détecter les bateaux de pêche illégaux. Et donc, ça aussi, c'est un rôle qu'on n'aurait pas pu imaginer ou qu'on ne pourrait plus faire si ces oiseaux disparaissent.
parce que les albatros vont suivre les bateaux de pêche. Et nous, quand on voit les données satellites, on voit un albatros qui fait ça alors que la balise du bateau n'est pas activée. Et ben, ça nous permet de détecter un bateau de pêche illégal. Donc, je trouve que c'est un pied de nez assez rigolo. Les transformer en alliés. Merci beaucoup, Déborah. On a Une question Emmanuel. d'Emmanuel. Emmanuel, une question. On vous écoute, Emmanuel. Ce sera la dernière. Ah, votre micro n'est pas activé, Emmanuel. Sinon, par écrit, hein, si ça bloque au niveau du micro. J'en profite pour vous remercier. Je t'arrive un petit peu en retard. C'est donc, pas moi qui veux vous c'est jeter très la pierre sur intéressant. la technique, Emmanuel. On peut tester Merci, sur le Vincent. chat. Ah, désolé, c'était une erreur de manipulation, la question. Bon, pour parler de paradoxe, si vous voulez, j'avais la semaine dernière, j'étais en formation, je suis dans les assurances, et j'avais un élu maire qui parlait de comment, suite à des catastrophes naturelles, à Draguignan notamment, il y a une quinzaine d'années, ils avaient essayé de lutter pour faire des barrages pour protéger. Et puis à un moment donné, ça avait pris beaucoup de temps à cause des écologistes, évidemment, qui devaient protéger je ne sais quelle micro-espèce. Et donc tout le monde était choqué dans la salle de dire, mais comment on peut mettre en contrepartie des vies humaines, de la protection de la vie humaine, avec des petites bestioles. Et puis moi, j'avais levé la main, j'étais un peu seul. Je dis, mais est-ce que c'est parce que depuis plusieurs dizaines, voire centaines d'années, on n'a pas respecté la biodiversité que ce genre d'événement ne nous arriverait pas? Donc, si on continue à faire les mêmes réponses qu'on fait depuis plusieurs centaines d'années, on aura les mêmes problèmes qui vont continuer. Et je voyais, pourtant, on Exact. était avec des assureurs, on parlait de prévention, de catastrophes naturelles, mais je vois il y a beaucoup de chemin encore à faire parce que vu que sur des gens, des décisionnaires, que ce soit politiques ou des grandes entreprises, à partir du moment où ils ont compris qu'il fallait changer, mais ils ne savent pas exactement où aller et qu'est-ce que va être l'avenir, s'ils n'ont pas un plan tracé de A, B, C, D, E, ils n'arrivent pas à imaginer que de toute façon, il va falloir se mettre en mouvement. On ne sait pas exactement où ça va atterrir, mais de toute façon, ne pas bouger, c'est déjà bouger. Enfin, c'est pas bon, quoi. Donc, je trouve que c'est assez compliqué avec des décideurs qui ont besoin de plans, de stats, de retours sur expérience, d'indicateurs précis, avec des gens qui sont assez comme ça, de les mettre en mouvement. Voilà, ça, c'est mon paradoxe Merci beaucoup pour cet dans mon monde à exemple. moi. Merci Vincent, ça enrichit vachement la discussion. Moi, au final, quand quelqu'un me dit à la fin de ma conférence que ce qu'il a compris, c'était que le plus important, c'était un changement de posture, plutôt que de nouveaux indicateurs ou de nouvelles technologies pour résoudre les problématiques, et ben là, je suis contente. Parce que ce changement de posture, il se fait de façon collective à l'intérieur d'une organisation. Et en réalité, c'est un levier de bonheur et c'est un levier de performance, même si on peut encore parler de ces termes-là, pour réussir la transition ensemble. Donc, c'est en ça qu'on parle d'optimisme au final. C'est parce que moi, je suis convaincue que le monde qu'on va inventer dans l'incertitude, grâce à cette incertitude, il sera mieux que le monde qu'on a actuellement. Et c'est là qu'il faut qu'on se relève les manches et qu'on y aille ensemble. On se croisant les doigts, Mona. Merci beaucoup, Déborah. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre présence. Et oui, en effet, l'optimisme, de toute façon, c'est évident que c'est bon pour la santé et que c'est bon pour tout le monde. Et que c'est pour ça que, en tout cas, nous, chez Bella Ciao, on est contents et vraiment heureux d'accompagner des structures qui ont envie d'avancer et autant se focaliser sur les choses positives plutôt que de continuer à regarder les choses qui ne se font pas forcément ou pas bien. Donc, merci Déborah pour ta présence avec nous. Donc, on vous enverra le replay. Prochain webinaire, donc c'est le mardi 11 février à 13h et nous recevrons Fanny Rubien qui va nous parler de la compréhension de l'ère anthropocène et comment elle est un levier pour réussir une stratégie de transition. Donc, ce sera aussi un sujet passionnant et très intéressant. Le replay sur YouTube et bien entendu toujours à votre disposition pour parler de vos projets, que ce soit en entreprise ou en territoire, pour recevoir nos personnalités inspirantes dans Déborah. Merci beaucoup à toutes et à tous et bonne journée. Merci pour votre écoute. Merci. À votre dispo. Au revoir. Au revoir.